Il y a des moments dans l'histoire de la télévision qui transcendent le divertissement pour devenir de véritables mythes. L'image de la petite ville de Walnut Grove s'effondrant dans un crescendo de feu et de poussière en 1984 n'est pas une simple finale. C'est l'épitaphe d'une époque et le manifeste rageur d'un homme. Ce qui allait suivre laisserait des millions de fans incrédules. Pendant près d'une décennie, la petite maison dans la prairie avait symbolisé la famille, la foi et la survie. Mais dans sa dernière heure, tout ce que le public aimait à propos de Walnut Grove allait être réduit en cendres. Le chapitre qui a tout changé. Pour comprendre pourquoi ce moment a touché si profondément, il faut revenir là où tout a commencé. Premier acte, l'architecte du rêve brisé. Lorsque La petite maison dans la prairie fut diffusée pour la première fois sur NBC le 11 septembre 1974, elle ne se contentait pas de raconter des histoires. Elle racontait la mémoire américaine. Adaptée des romans autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, la série suivait la lutte de la famille Ingalls pour construire une vie sur la frontière. Mais ce qui la rendait différente des nombreux drames familiaux des années 1970, c'était l'homme au centre de tout, Michael Landon. L'archétype paternel de Landon, Landon n'était pas seulement la vedette, il était le showrunner, le scénariste, le réalisateur et souvent le monteur. C'était son univers et sa parole faisait loi. Le public voyait Charles Ingalls, le patriarche, comme un symbole de bonté et de force. Mais cette image, si puissante à l'écran, était le reflet direct du chaos personnel de Landon. Né Eugene Maurice Horowitz, Landon avait grandi dans une maison minée par la maladie mentale et les tentatives de suicide de sa mère. Son obsession à créer le père inébranlable était une quête de toute une vie, un moyen de réparer les failles de sa propre enfance. Il a utilisé la petite maison pour projeter cet idéal manquant. Le prix de l'intégrité créative, le contrôle créatif de Landon signifiait que la petite maison pouvait aborder des sujets plus sombres que la plupart des émissions de première partie de soirée n'osaient le faire. Le manifeste thématique, les épisodes traitaient du racisme anti-amérindien, de la dépendance à l'alcool, de la maladie, telle que la cécité de Marie, voire de l'agression sexuelle. Ces thèmes étaient rarement évoqués dans les programmes familiaux de l'époque. Landon refusait d'édulcorer l'histoire des pionniers, il voulait que la série soit à la fois réconfortante par sa moralité et dérangeante par sa vérité. La série était un mélange unique de leçons morales et de chagrin. Contexte historique, en replaçant ces thèmes dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle, Landon pouvait critiquer indirectement la désillusion et la perte de valeur des années post-Vietnam. La série était un appel à la résilience et à la simplicité morale. Deuxième acte, l'erreur de calcul et le choc. Au début des années 1980, toutefois, la télévision changeait rapidement. L'ère des récits familiaux et édifiants faisait place à des drames urbains plus sophistiqués, cyniques et axés sur la richesse, comme Dallas et Dynasty. L'audience commença à décliner. NBC voulait passer à autre chose, s'aligner sur les nouvelles tendances. Mais Landon n'était pas prêt à lâcher prise. Il avait bâti Walnut Grove à partir de rien, à la fois littéralement sur le plateau de Simi Valley et émotionnellement dans son cœur. Le bras de fer avec la chaîne, Landon voyait l'arrêt de la série comme une trahison et un affront personnel de la part du monde des affaires. Il refusait de laisser sa création s'éteindre dans le murmure d'une annulation. Ainsi, lorsque la chaîne décida de tourner la page, Landon insista pour écrire lui-même la fin. Ce qu'il créa allait choquer la chaîne, le casting et tous ceux qui regardaient depuis leur salon. Le téléfilm final, La petite maison, le dernier adieu, fut diffusé en février 1984. Il devait offrir une conclusion, mais il devint tout autre chose, quelque chose d'inoubliable. Le scénario de la vengeance. Dans l'histoire, un promoteur avide, l'allégorie des exécutifs de la chaîne, revendique la propriété de Walnut Grove et exige que les habitants quittent les lieux. Mais au lieu de se soumettre, les villageois prennent une décision que personne n'aurait pu prévoir. S'ils ne peuvent pas garder leur ville, personne ne le fera. Le jour où Walnut Grove est mort. La destruction de Walnut Grove n'était pas qu'un simple rebondissement scénaristique. Elle était bien réelle. En une journée brûlante à Simi Valley, l'équipe et les acteurs de La petite maison dans la prairie se réunirent pour tourner ce qui deviendrait l'un des dénouements les plus infâmes de l'histoire de la télévision. Le lieu de tournage, ces façades en bois que des millions de téléspectateurs considéraient comme leur foyer, avait été construit près d'une décennie plus tôt sous la supervision obsessionnelle de Landon. Le contrat avec le feu, chaque planche, chaque clôture, chaque chemin poussiéreux portait des souvenirs. Et ce jour-là, tout allait disparaître avant le coucher du soleil. Michael Landon était calme, presque solennel.
Pour lui, ce n'était pas seulement une fin dramatique, c'était une déclaration de souveraineté créative. Après l'annonce de NBC mettant fin à la série, Landon s'était aigri envers la chaîne. Il ne voulait pas que le décor de Walnut Grove soit réutilisé pour une autre production ou laissé à l'abandon. Si ça ne peut pas appartenir à Little House, alors ça n'appartient à personne, déclara-t-il à un membre de l'équipe. C'était la logique derrière la dynamite. Il voulait que la fin soit à la fois symbolique et définitive, des funérailles pour une série qui avait marqué toute une génération. Quand les caméras commencèrent à tourner, les habitants de Walnut Grove se rassemblèrent sur la place du village. Dans le scénario, ils placent des explosifs dans chaque bâtiment, l'école, l'église, le magasin général, même la maison des Ingalls. Puis un à un, ils allument les mèches. En quelques instants, le cœur familier de la série disparaît dans un nuage de fumée et de bois éclaté. Ce fut un choc pour les téléspectateurs. Beaucoup s'attendaient à un adieu sentimental. Mais à la place, ils virent tout exploser. Le réalisme brûlant, les explosions n'étaient pas des effets spéciaux. C'étaient de véritables charges posées par une équipe de démolition agréée, filmées en une seule prise. Les acteurs restèrent derrière la caméra, les larmes aux yeux, regardant leur ville fictive et le décor réel où ils avaient grandi s'effondrer sous leurs yeux. Melissa Gilbert, qui jouait Laura, déclara plus tard que c'était comme assister aux funérailles de son enfance. Même après la fin du tournage, personne ne parla pendant plusieurs minutes. Il n'y avait que le silence et l'odeur de la poudre suspendue dans l'air. Troisième acte, le prix du paradis et les secrets de l'ombre. Derrière le rideau, querelle, pression et contrôle. Si la destruction de Walnut Grove devint le symbole final de la série, les véritables explosions se produisaient en coulisses depuis des années. La petite maison dans la prairie semblait vertueuse en surface, coucher de soleil, dîners familiaux et leçons morales, mais son plateau était tout sauf paisible. Au centre de tout cela se tenait Michael Landon. Brillant, charismatique, mais profondément autoritaire. Son perfectionnisme fit la grandeur de la série, mais il en fit aussi une expérience tendue. Le showrunner obsédé, dès le début, Landon était le showrunner, le scénariste en chef, le réalisateur et le producteur exécutif. Sa parole pesait plus lourd que celle de NBC. Cette autorité donna à la série sa profondeur émotionnelle, mais elle signifiait aussi que quiconque osait le contredire en payait le prix. Son premier conflit avec le co-créateur Ed Friendly, qui imaginait une série douce, se solda par l'éviction de Friendly. À partir de ce moment-là, la petite maison devint entièrement le royaume de Landon. La guerre des salaires. Karen Grassl, qui incarnait Caroline Ma Ingalls, se heurta souvent à Landon à propos du salaire et du respect. Elle révéla plus tard qu'elle gagnait bien moins que ses collègues masculins malgré son rôle principal. Lorsqu'elle demanda une augmentation, Landon refusa et lui rendit la vie difficile par la suite. Grassl admit qu'elle le trouvait à la fois généreux et cruel, un homme capable de pleurer pendant une scène émotive, puis d'humilier quelqu'un par une plaisanterie déplacée. La chute de l'idole, le lien entre Landon et Melissa Gilbert, qu'il adorait comme un père, fut brisé lorsque Landon entama une liaison avec la maquilleuse de la série, Cindy Clerico, alors qu'il était encore marié. Pour Melissa, cette trahison fut un choc dévastateur. Elle coupa tout contact avec Landon pendant près d'une décennie. C'était le scandale de la vertu. L'homme qui incarnait l'idéal familial ne parvenait pas à le maintenir dans sa propre vie. Ombre de la réalité. Au fil des années, le contraste entre l'image vertueuse de la série et la réalité des coulisses devint de plus en plus difficile à ignorer. Landon buvait beaucoup, dit-on, ses sautes d'humeur effrayant certains des plus jeunes comédiens. Même les conditions de tournage étaient extrêmes. La série, censée se dérouler dans le Minnesota, était tournée à Simi Valley, où la température dépassait souvent les 40 degrés Celsius. Les actrices, enfermées dans leurs lourds costumes du XIXe siècle, s'évanouissaient parfois sous le soleil. Quatrième acte, l'héritage en feu. Dans la dernière saison, tout semblait s'effondrer. Le mariage de Landon avait pris fin. Plusieurs acteurs étaient partis, et NBC voulait du renouveau. Landon fut poussé à créer un dérivé centré sur Laura et Almanzo. Mais sans sa présence constante au cœur du récit, la série perdit son âme. Les audiences chutèrent, la magie s'éteignit. Pourtant, pour un homme qui avait littéralement bâti tout un monde de ses mains, lâcher prise était impossible. Il ne voulait pas seulement y mettre fin, il voulait l'effacer, s'assurer que personne d'autre ne puisse jamais y toucher. Le défi de la démolition. Lorsque La Petite Maison, le dernier adieu fut enfin diffusé en 1984, les fans s'attendaient à une conclusion, pas à une dévastation.
Le message de Charlingal. Dans le scénario, Charlingal prononce une phrase calme mais pleine de défis. Si nous ne pouvons pas vivre ici, alors personne ne le fera. Le message est clair, la valeur est dans l'esprit de la communauté, pas dans la propriété matérielle. L'explosion finale, ce qui s'ensuit est l'un des actes de défi les plus inoubliables de la télévision. La destruction totale de Walnut Grove. L'église, l'école, le magasin général. Les maisons disparaissent l'une après l'autre dans un enchaînement de feu et de poussière. L'impact psychologique, pour les acteurs et l'équipe, ce jour-là fut insupportable. Karen Grassle le compara à assister à des funérailles. Le décor qui représentait autrefois l'amour, la résilience et les valeurs familiales fut réduit en poussière en moins de 10 minutes. L'explosion devenue légende, les réactions furent immédiates et divisées. Certains spectateurs saluèrent la fin pour sa force symbolique, une conclusion aussi brute et authentique que la vie des pionniers qu'elle dépeignait. D'autres la jugèrent barbare, accusant Landon d'avoir profané quelque chose de sacré. Des rumeurs se répandirent, affirmant que NBC avait censuré l'épisode ou l'avait retiré. En réalité, l'épisode fut diffusé exactement comme Landon l'avait voulu, mais son côté sombre le rendait difficile à rediffuser. Ce final n'était que la dernière parole de Landon. Il avait refusé de laisser la petite maison dans la prairie s'éteindre doucement. Il voulait une fin que personne n'oublierait. 5e acte, l'immortalité dans les cendres. Le temps a atténué la douleur de cette explosion, mais non sa signification. Des décennies plus tard, la fin de la petite maison dans la prairie divise encore les spectateurs. Le succès durable. Entre 1974 et 1983, la série produisit 204 épisodes qui continuent d'être diffusés dans le monde entier. Elle aborda tout, de la pauvreté et de la dépendance au racisme et au deuil. L'héritage des acteurs. Pour les acteurs, cet héritage fut empreint d'émotions contrastées. Mélissa Gilbert grandit dans l'ombre de Laura Ingalls. Karen Grassle finit par se réconcilier avec Landon juste avant sa mort. Alison Argrim, à jamais associée à la méchante Nellie Oleson, a su transformer sa célébrité en humour et en art. La fin d'un mythe, et pour Michael Landon, la fin de la petite maison devint une partie de sa propre légende. Dans les années qui suivirent, il créa Les Routes du Paradis, une autre histoire de compassion et de rédemption. Il affronta le cancer avec la même ténacité que ses personnages. Lorsqu'il mourut en 1991 à seulement 54 ans, ses partenaires de tournage dirent que c'était comme perdre encore une fois leur père. Aujourd'hui, les ruines de Walnut Grove ont disparu depuis longtemps, mais son histoire demeure. La puissance choquante du final éclipsa la vérité plus douce qu'il cachait. La petite maison dans la prairie avait déjà changé la télévision pour toujours. Le final s'est peut-être achevé dans les flammes, mais ce qui en est resté était bien plus fort. Un héritage bâti sur l'endurance. Landon a détruit les murs en bois, mais il a préservé l'âme du programme, garantissant son immortalité. Appel à l'action. La question demeure l'une des plus fascinantes d'Hollywood. La destruction de Walnut Grove était-elle le prix de l'intégrité ou le geste d'un ego brisé? Dites-le nous dans les commentaires. Et pour continuer à explorer les secrets et les légendes des icônes de la télévision, abonnez-vous, likez et partagez ce documentaire fleuve.